Bienvenue, Mesdames et Messieurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Paul Leclerc, qui est médiateur agréé et bénévole chez DIRA Laval. Notre thème aujourd'hui sera de vous parler du mandat en prévision d'inaptitude. Alors, bonjour, M. Leclerc. Bonjour. Bienvenue. Alors, nous allons commencer par, pourriez peut-être nous discuter un petit peu, nous expliquer quelle est l'origine du mandat en prévision d'inaptitude? D'abord, il faut se rappeler que nous sommes une société distincte, c'est-à-dire qu'on a un droit distinct, c'est-à-dire on a un code civil qui remonte au droit français, qui remonte au code Napoléon, et qui est différent évidemment du reste du Canada, où ailleurs au Canada, c'est le common law qui s'applique. Alors ici, donc, on a le code civil, et régulièrement, c'est un code qui donne lieu à des mises à jour, à des modifications. Et en 1989, le législateur a procédé à une révision du Code civil. La mise en application a été en 1990. Et le législateur, donc, à l'époque, souhaitait que les personnes aînées puissent être actifs dans la prise de décision relativement à leur prise en charge au moment où ils deviendraient inaptes. Okay. Alors, ceci ne veut pas dire que le mandat en prévision d'inaptitude ne s'applique qu'aux aînés, parce que toute personne majeure peut effectivement avoir un mandat en prévision d'inaptitude. Okay. Signalons tout de suite que le Code civil identifie ce mandat, puisqu'il s'agit d'un mandat, d'une procuration, d'un mandat, d'un contrat. On parle de mandat en prévision d'inaptitude. Toujours. Okay. Dans le langage populaire, on entend régulièrement en cas d'inaptitude. Oui, c'est vrai. Alors, moi, je pense qu'il est intéressant, d'une part, et puis approprié d'utiliser en prévision, parce que en cas de, ça me donne l'impression d'un accident. Exact. Et on sait que, malheureusement, avec la vieillesse, la probabilité qu'un jour on devienne inapte, elle est relativement importante. Alors voilà pourquoi il est question de mandat en prévision d'inaptitude. Excellent. Alors, les régimes de protection qui existent, quels sont-ils? Bien, c'est-à-dire que le mandat en prévision d'inaptitude est un régime de protection. Okay. Dans l'hypothèse où, pour diverses raisons, le mandat n'existe pas, ou qu'il est révoqué, il y a 3 autres possibilités de régime de protection. Le premier, c'est le conseiller au majeur. Dans ce type de mandat, c'est lorsqu'un majeur, lorsqu'un aîné est encore tout à fait conscient, apte, mais il a des difficultés à pouvoir prendre ses décisions lui-même. Donc, c'est la raison pour laquelle on a ce régime de protection du conseiller au majeur. Le deuxième, c'est le tuteur, et le dernier, c'est le curateur. Okay. Le curateur, il faut noter que il existe donc au Québec la curatelle publique qu'on appelle, et chaque fois pour diverses raisons, on n'a pas produit à l'époque un mandat en prévision d'inaptitude, donc le curateur est, de par la législation, responsable de la prise en charge des aînés. Ce qui veut dire que si un aîné n'a pas de mandat d'inaptitude, ils vont aller directement sur la curatelle publique. C'est-à-dire qu'on fera appel au curateur pour la prise en charge. D'accord. Eux vont contacter la famille à ce moment-là, voir s'il y a quelqu'un qui serait intéressé. Je pense que c'est la façon que ça fonctionne. Bien, habituellement, donc, on fera appel au curateur dans 2 circonstances. Dans un premier cas, lorsqu'il existe, il y a un mandat en prévision d'inaptitude et que pour toutes sortes de raisons, on demande la révocation de ce mandat.
Habituellement, c'est parce qu'il y a des conflits, il y a des malversations et les parents, les amis de la personne vont faire appel au curateur pour demander la révocation de ce mandat. Et là, on s'adresse au tribunal pour la révocation du mandat en question. Et le curateur, à ce moment-là, va faire effectivement va convoquer un conseil de famille pour nommer un curateur. On sait qu'il y a toujours, évidemment, dans un mandat, 2 éléments à prendre en considération, la personne et les biens de la personne. Exact. Alors là, est-ce que vous pourriez nous énumérer c'est quoi l'inaptitude? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient inapte? Une personne devient inapte lorsque elle est jugée au point de vue médical et au point de vue psychosocial comme étant incapable, inapte à se prendre en charge elle-même. Donc, c'est à ce moment-là que l'on considère que le mandat qui prévoit la nomination de mandataire, et ça peut être un mandataire à la personne, et ça peut être un mandataire au bien, ou commun, un mandataire au bien et à la personne, pour veiller à l'administration des biens et veiller au bien-être de la personne. Exactement. Alors, sur un mandat d'inaptitude, il y a un mandant et un mandataire. Est-ce que vous pourriez nous faire la différence entre les deux? Le mandant, c'est donc celui qui prévoit qu'advenant son inaptitude, qu'il y aura donc des personnes qui seront mandatées pour veiller à son bien-être et la prise en charge de l'administration de ses biens. Donc, c'est le mandant. Le mandant, c'est celui qui donne le mandat. Parfait. Tandis que le mandataire, ce sont ceux qui sont mandatés par le mandant pour veiller à son bien-être et la prise en charge de ses biens. Dans un mandat, il peut y avoir plusieurs mandataires. Il y a des cas souvent où les personnes jugeant qu'il y a 3 ou 4 enfants, les personnes vont nommer les quatre personnes comme étant les mandataires potentiels. D'accord. C'est malheureusement souvent une source de conflit qui rapidement se manifeste quand arrive le moment de l'exécution du mandat, le moment de l'homologation. Alors, je suis d'avis qu'il y a avantage à considérer un mandataire à la personne et un mandataire au bien. Et souvent, je mentionne qu'une personne, une femme, est habituellement mieux habilitée à prendre en charge le bien-être de la personne, qu'il y a peut-être avantage à considérer une femme comme mandataire à la personne. Tandis que pour les biens, ça peut être un mandataire, ça peut être une personne physique, mais ça peut être une personne morale également. C'est-à-dire que pour la gestion des biens du patrimoine, le mandant pourrait considérer qu'il y aura un mandat de donner à une société de fiducie pour gérer ses biens. Est-ce que ça peut être un notaire, un comptable? Est-ce que ça peut être différentes personnes? Il faut que ce soit quelqu'un qui est dans le domaine de la finance? Comme mandataire? Pour les biens? Non, pas nécessairement? Non, ça peut être c'est-à-dire que ça peut être une personne. Ça veut dire, le mandant peut nommer un mandataire au bien, et ça peut être une personne qui aura la responsabilité de gérer ses biens. Il faut reconnaître que c'est pas nécessairement toujours facile, dépendant de ce qu'il y a comme patrimoine. Parfois, ça peut être exigeant. C'est la raison pour laquelle, pour assurer une bonne gestion du patrimoine, quand il est relativement important, il y a peut-être avantage à faire appel justement à considérer que le mandat sera confié à une société de fiducie pour gérer les biens. OK. Puis naturellement, ce qui est important que les gens, je pense, devraient savoir aussi, c'est que lorsqu'on donne un mandat de nos biens à quelqu'un, il faut quand même qu'on ait confiance parce que c'est quand même, on leur donne le plein pouvoir, dans le fond, de gérer tout ce qu'on a, si je comprends bien, c'est ça? C'est ça. Quand le mandant identifie ses mandataires, effectivement, comme vous le dites, c'est parce qu'il a confiance en ces personnes et il est approprié de leur mentionner
les personnes, que ce soit un ami, que ce soit un parent, que ce soit un frère, peu importe, il est approprié de leur mentionner qu'on considère, avant de finaliser le mandat, qu'on considère les identifier, les nommer comme mandataires, advenant une inaptitude. De telle sorte que ces personnes sachent qu'ils donnent leur accord à une telle éventualité et que ces personnes, advenant l'inaptitude, qu'elles soient en position de pouvoir intervenir, agir, parce qu'au moment où l'inaptitude sera confirmée, il y a lieu de procéder à l'homologation de ce mandat. OK. Alors, moi, c'est très important qu'on choisisse la bonne personne qui va gérer nos biens, parce que je pense que c'est, comme je disais tantôt, cette personne devient nous. On lui donne tous les pouvoirs nécessaires à gérer nos... C'est ça. C'est important de bien choisir la personne. Et il est également important, parce que j'ai mentionné tantôt qu'il pouvait y avoir un seul mandataire au bien et à la personne. Il pouvait y avoir un mandataire à la personne et au bien. Mais il est important de prévoir des remplacements de telle sorte que lorsqu'arrive le moment de prendre en charge d'assumer une telle responsabilité, advenant que le mandataire inscrit en premier rang ne soit plus apte à assumer la responsabilité, mais qu'on puisse procéder avec le mandataire remplaçant. Il faut noter qu'il est prévu au Code civil que le deuxième mandataire, s'il veut se remplacer, il va être relevé de sa responsabilité, il peut nommer un substitut ou des substituts. Dans un tel cas, la particularité, c'est qu'il reste responsable devant la loi, il demeure responsable des actes qui sont posés par les substituts. Ah, OK, je comprends, c'est bien. Je sais aussi qu'il y a une partie pour des redditions de comptes qu'on peut demander que le mandataire au bien fasse une reddition de comptes. Vous pourriez peut-être nous expliquer un petit peu ce qu'il y en est? Dans le mandat qui sera donné par le mandant des mandataires, il y a en particulier deux éléments que je considère très importants à envisager. C'est d'une part la reddition de comptes. Dans les différents... Il m'a été donné au cours des dernières années assez fréquemment d'être invité à considérer en médiation des conflits familiaux qui ont pris naissance en général au moment de l'homologation du mandat. L'importance de prévoir dans le mandat une clause de reddition de compte, c'est que ça permet et ça oblige le mandataire à rendre compte et le mandat doit préciser à qui le mandataire devra rendre compte. On entend régulièrement des gens qui nous disent moi, mon frère, ma sœur, depuis qu'il a été confirmé mandataire de ma mère, on n'entend plus parler de rien. On ne sait pas ce qu'il fait. Il a vendu la maison. On ne sait pas ce qu'il a fait avec les fonds. Il utilise les fonds, mais on n'a aucune information. Depuis qu'il est mandataire, on n'a aucune information. Alors, la reddition de compte, c'est l'obligation inscrite dans le mandat, qui est l'obligation au mandataire de rendre compte à des personnes que le mandat va identifier. Il va préalablement identifier à qui le mandataire devra rendre compte, à quelle fréquence, sur quoi le rapport de sa gestion va porter et à qui il doit le faire. Donc, ça permet à ce moment-là d'assurer que, advenant des problèmes au niveau de la réalisation de ce mandat, que le mandataire a obligation de rendre compte, que ce soit à des parents, que ce soit à des amis, mais il a une obligation de rendre compte à des personnes qui ont été préalablement identifiées par le mandat. Parfait. Ce qui évite beaucoup de conflits. Devrait éviter beaucoup de conflits. Devrait permettre d'éviter des conflits. Parfait. Voilà pourquoi il est important, là, j'ai fait référence à une autre clause plus tôt, voilà pourquoi je considère qu'il est extrêmement important de prévoir également dans le mandat une clause de résolution de conflits par la médiation. Ce que nous discuterons, on va aller à une petite pause. Ah oui? Puis je pense que c'est important qu'on en parle, prenne le temps d'en parler parce qu'il y en a beaucoup. Alors, on va aller à une pause et on revient.
Alors, nous sommes de retour avec M. Leclerc. Alors, ma prochaine question, M. Leclerc, serait les gens sont souvent confus entre une procuration et un mandat d'inaptitude. Est-ce que ce serait possible d'expliquer la différence entre les deux? C'est qu'on peut préciser d'abord, dans un premier temps, qu'il arrive fréquemment que des personnes, des gens obtiennent ou demandent à un notaire de produire ce que l'on appelle une procuration dite générale. Alors, la procuration, c'est également un mandat, donc c'est un mandat, c'est un contrat, mais la procuration dite générale, c'est qu'elle comporte certaines clauses qui relèvent davantage de l'inaptitude. Alors, la particularité dans un tel cas, c'est que lorsque vient le moment de procéder à l'homologation, le tribunal qui a la responsabilité de procéder à l'homologation ne peut pas homologuer l'ensemble de la procuration, dite générale, mais uniquement les clauses qui ont trait à l'inaptitude. Voilà pourquoi il est sans doute préférable d'avoir un mandat spécifique, un mandat en prévision d'inaptitude qui traite spécifiquement de l'inaptitude de la personne, mais ceci ne veut pas dire que la procuration n'est pas utile. C'est-à-dire qu'une procuration, c'est donc un mandat que je donne à quelqu'un d'assumer en lieu et place, d'assumer en mon nom des responsabilités spécifiques, juridiques, que ce soit la vente d'un immeuble ou quoi que ce soit. Mais le mandat en prévision d'inaptitude, encore une fois, c'est un mandat qui prend effet au moment où la personne devient inapte, qu'elle n'est plus en mesure de prendre soin d'elle-même et de prendre soin et d'administrer ses biens, d'administrer son patrimoine. Dans quel cas quelqu'un peut donner une procuration? Pourquoi quelqu'un ferait ça, donner une procuration? Parce que... Quelqu'un part en voyage et il est en transaction, il y a une transaction qui est en cours de vendre un immeuble, par exemple. Il pourrait, par conséquent, donner une procuration à quelqu'un pour agir en son nom au moment de la finalisation de la transaction. OK. Est-ce que ça, c'est fait... ils doivent aller voir un notaire ou ils vont à la banque? Comment c'est fait exactement? Une procuration, elle peut être aussi, vous mentionnez, une procuration peut exister également, et on peut, ce que l'on appelle une procuration financière, une procuration bancaire. Okay. Une procuration est un document qui, généralement, est produit par un notaire. Et la procuration financière, la procuration bancaire, c'est le document qui est signé habituellement, qui est transmis à une personne au niveau de l'institution financière avec laquelle on transige. Puis j'imagine que la procuration, on peut donner un délai, une date de début et de fin, ou comment ça fonctionne exactement? La procuration prend effet habituellement au moment de la signature. OK. Il est important que, dans le cadre d'une procuration, il est important de prévoir une date de fin de procuration. On peut peut-être faire mention que dans le cadre d'un mandat en prévision d'inaptitude, c'est de fait une procuration, mais c'est un mandat, mais elle prend effet uniquement, encore une fois, qu'au moment de l'homologation. J'ai compris que vous dites la procuration, on peut dire que c'est un mandat aussi? La procuration, c'est un mandat. C'est un mandat. Ah, c'est un contrat. C'est un mandat que je confie à quelqu'un. Mais à ne pas confondre avec mandat en prévision d'inaptitude et mandat, c'est deux choses complètement différentes. Bien, c'est un mandat également. Le mandat en prévision d'inaptitude, c'est un mandat, mais il ne prend effet que lorsqu'il y a inaptitude confirmée. D'ailleurs, pour l'homologation, il y a 3 éléments nécessaires, 3 choses qui sont nécessaires. D'abord, évidemment, le mandat lui-même. Ensuite, le certificat médical du médecin qui confirme l'inaptitude de la personne et également l'évaluation psychosociale qui va venir confirmer l'état de la personne, l'inaptitude de la personne. Et il faut noter que ces documents, il y a une prescription de 6 mois.
c'est-à-dire que ce n'est valable que pour une période de 6 mois. C'est-à-dire qu'au bout d'une période de 6 mois, si on n'a pas procédé à l'homologation, il faudra sans doute demander à nouveau une évaluation médicale et une évaluation psychosociale. OK. Notons, je signale en passant, qu'il y a 2 possibilités où que le mandat puisse être annulé en quelque sorte. Oui. C'est lorsque un mandant, par hasard, recouvre la santé, c'est toujours possible, et dans un tel cas, donc, il y aura à nouveau évaluation, confirmation qu'il a recouvert l'aptitude nécessaire pour prendre soin de lui-même et gérer ses biens. Le tribunal annulera à ce moment-là le mandat qui a été homologué. OK. La deuxième condition par laquelle un mandat prend fin, c'est lorsque le mandant décède. OK. À ce moment-là, le mandat prend fin. Un mandataire pourrait être remplacé si, par exemple, il décède ou qu'il devient inapte lui-même. Donc, il y aura lieu de procéder avec un autre mandataire. Voilà une autre raison pour laquelle il est important de procéder lorsqu'on rédige un mandat, de prévoir plus d'un mandataire. OK. Moi, j'ai une question. J'ai vu souvent quand j'allais voir des gens, soit qu'il n'y avait plus de famille, plus d'amis, ou il n'y avait pas des bonnes relations avec leur enfant et tout ça, puis il y avait un cas qui disait, bon, là, il faut que je fasse mon mandat, mais finalement, je n'ai pas personne. Ma question, je l'avais posée à quelqu'un. On m'avait dit, bien, dans ce moment-là, c'est mieux de ne pas en faire, puis ils vont aller directement à la curatelle. Est-ce que c'est une bonne façon de penser, ou pour vous, vous pensez que c'est mieux de trouver quelqu'un? Quand quelqu'un n'a vraiment plus personne, qui n'a pas confiance, puis qui dit, moi, tout le monde est décédé, ou... Je pense qu'il est important d'essayer Oui. d'identifier quelqu'un et d'obtenir son assentiment pour assumer une telle responsabilité. Mais je sais qu'il existe des personnes qui sont, c'est le cas de le dire, seules au monde, et qui arrivent à un âge un peu avancé et qui se retrouvent dans cette situation et ils ne savent pas trouver des amis qui sont prêts à assumer une telle responsabilité. C'est pas évident. Des fois, ils sont trop âgés aussi. Il faut penser à ça. Oui, aussi. Les amis. Là, Alors, dans un cas, comme on l'a mentionné déjà, donc, c'est vraiment le curateur qui va prendre la responsabilité de la personne qui devient inapte. OK. Je pense qu'on a parlé d'une ouverture de régime de protection. Je pense tantôt vous en avez parlé. Je ne savais pas, comme vous m'avez dit, quand le mandat devient, quand tout le monde signe leur papier puis que la personne est devenue inapte, ils ont 6 mois pour se présenter, pour homologuer le mandat? Non, c'est-à-dire qu'au moment où on procède à l'homologation, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un certificat médical, d'une évaluation médicale, d'une évaluation psychosociale, ces rapports sont valables pour 6 mois. Donc, si on n'a pas procédé à l'homologation à ce moment-là, il faut comprendre que la personne est inapte. Quelle est l'importance de procéder? Je me permets de peut-être un peu élargir la réponse en disant quelle est l'importance de procéder à l'homologation? Il y a des gens qui fréquemment me disent nous, on est 3 sœurs. Il y a ma mère un mandat. On n'a jamais procédé à l'inapte, confirmé. On n'a jamais procédé à l'homologation. Alors, effectivement, il est possible de pouvoir fonctionner sans procéder à l'homologation du mandat en prévision d'inaptitude. Toutefois, il faut reconnaître qu'il pourrait arriver à un moment où un intervenant exige la confirmation du mandat. Et là, la seule façon d'obtenir cette confirmation, c'est l'homologation. J'ai à l'esprit un cas où un père avait identifié 2 de ses enfants comme étant mandataires, et l'une de ses filles, qui était beaucoup plus proche de lui, n'était pas mandataire, et elle était très fréquemment à son chevet, en quelque sorte. Là, elle était près de lui pour lui prodiguer des soins, etc. Alors, il était dans une résidence
Et elle était peut-être un peu, comme on dit dans le jargon, un peu casse-pied. Elle créait des problèmes à la résidence, à la direction de la résidence. Or, la résidence, à ce moment-là, la direction de la résidence a demandé à connaître, à confirmer les mandataires. Et la fille en question, qui ne l'était pas, a été considérée persona non grata. Et c'est peut-être la même chose éventuellement à l'hôpital. Par exemple, c'est que le mandataire qui est confirmé a accès à tous les documents juridiques de la personne, entre autres à son dossier médical. Voilà pourquoi il est important, lorsqu'une personne devient inapte, de procéder à l'homologation de son mandat. Alors, juste pour bien comprendre, l'homologation, c'est qu'au moment où la personne est déclarée inapte, les papiers vont vers la cour et puis il y a un juge qui doit finalement homologuer le mandat. Si je comprends bien, c'est ça? Pour obtenir l'homologation d'un mandat, d'abord, on doit s'adresser au tribunal du district judiciaire auquel appartient la personne. OK. On peut, par conséquent, s'il n'y a pas contestation, on pourrait s'adresser directement au greffier du tribunal pour demander l'homologation. S'il y a contestation et si le greffier constate qu'il y a des difficultés, qu'il y a des problèmes, par conséquent, il va transmettre le dossier au tribunal et c'est le juge qui va confirmer l'homologation. Je dis normalement, ce devait être possible d'agir ainsi, mais en général, ce que l'on fait, c'est qu'on va retenir les services d'un notaire qui, lui, contre rémunération, évidemment, va procéder à, je dirais, l'enquête, connaître l'état de la personne. Il va s'assurer qu'il existe bien un mandat. Normalement, lorsqu'un mandat on n'a pas mentionné, mais disons qu'un mandat peut être produit et généralement produit par un notaire. Ce mandat, il est déposé par le notaire au registre des dispositions testamentaires et des mandats. Mais on peut également produire un mandat, ce que l'on appelle un mandat sous seing privé. On peut donc rédiger son propre mandat sans nécessairement avoir à retenir les services de notaire. Ça, c'est aussi valable? C'est aussi valable. La seule distinction, c'est que le mandat qui est produit par le notaire, il est signé par le notaire et signé par un témoin, souvent la secrétaire, tandis que quand il s'agit d'un mandat qui est produit sous seing privé, il devrait être signé par deux témoins qui vont, non apparentés, qui vont attester de la signature du mandant qui a signé son mandat. Parfait. Alors, merci beaucoup, M. Leclerc. Cela fut très intéressant. Alors, mesdames et messieurs, si vous avez besoin d'informations, ça déroulera au bas de l'écran. Et puis, nous, on se revoit la semaine prochaine.